Les déviations racontent l'histoire de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de l'actualité de notre média, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, notre page Facebook, notre compte Instagram et notre podcast sur toutes les plateformes d'écoute habituelles. Depuis la rentrée, les déviations s'associent au magazine Grazia pour vous proposer chaque semaine un podcast et un article autour d'une personnalité inspirante. Tout de suite, un nouvel épisode, une nouvelle histoire, une déviation. Même si j'ai fait des études qui m'ont plu et j'ai eu de la reconnaissance professionnelle et j'ai fait mes preuves dans un cabinet et j'ai gagné correctement ma vie, etc. Il devait me manquer tout de même quelque chose. Avec du recul, on analyse vraiment le comportement qu'on pouvait avoir comme petit garçon ou quelque chose qui était vraiment déjà au fond de moi qui faisait que, t'as choisi une voie classique dans le tertiaire, etc. Mais finalement, tu as toujours cet aspect archi-déco qui est derrière, qui me travaillait, quoi. Des fleurs, dites-le avec des fleurs. Nous avons rendez-vous aujourd'hui rue Henri Monnier dans le 9e arrondissement de Paris, ce quartier romantique que l'on appelait hier, au 19e siècle, la Nouvelle Athènes. De Beaulieu est un lieu, le nom d'un fleuriste que la mode et le luxe s'arrachent. Pierre Banchereau, artisan d'exception, nous reçoit pour parler de son changement de vie. Hier, il travaillait dans les ressources humaines pour le très sérieux secteur de la santé. Puis il a entamé une reconversion couronnée de lices et de succès. À la tête d'une boutique donc et d'un atelier, il a su imposer une vraie marque au royaume du végétal. Il porte des baskets rose métal, affirmant sans doute par le détail que sa vie d'hier a changé de couleur. Merci de nous recevoir dans vos bureaux ateliers. Vous employez aujourd'hui une dizaine de personnes, je crois. Aujourd'hui, j'ai une équipe de 12 personnes intégrées, que ce soit fleuriste, manager, office manager, également livreur. Vous êtes fleuriste, artiste fleuriste. Vous vous définissez comment ? C'est une question qui est assez difficile. Je dirais artisan fleuriste, malgré le fait qu'il y ait vraiment cette orientation de design et d'architecture d'intérieur qui est très importante dans notre univers et dans l'accompagnement qu'on offre à nos clients. Et la comptabilité, c'est loin ? La comptabilité, c'est loin, oui et non, parce qu'en effet, j'ai fait des études à l'origine de gestion d'entreprise, que j'ai ensuite orienté plus dans les ressources humaines, universitaires. Donc c'était déjà il y a quelques décennies. C'est pas si loin non plus, puisque aujourd'hui, je suis aussi également chef d'entreprise. Donc ces notions de gestion d'entreprise et les études que j'ai pu faire à l'époque me sont ultra utiles aujourd'hui. Vous avez grandi où et dans quel milieu ? Est-ce que vous aviez une pression particulière, une pression familiale ? Où est-ce que vous situiez vos critères de réussite ? Alors, je suis originaire de Vendée, d'une commune qui s'appelle Saint-Jean-de-Mont, qui est une station balnéaire en bord de mer. Mon frère, lui, était déjà, on a 6 ans et demi de différence, il est plus âgé. Il avait 23, 24 ans, en fin de son école de commerce à l'époque. Mais ça n'a jamais été une compétition, parce qu'on est vraiment deux garçons différents physiquement, on n'a pas le même caractère. Moi, j'étais plutôt dans la musique et la nature. Lui était à fond dans le sport. Moi, jeune, j'avais réputation d'être plutôt bon élève et lui, plus à être au fond de la classe. Ma maman était enseignante, donc assez ouvert sur plein de sujets, d'un univers aussi laïque. Mon père, lui, était dans l'immobilier. Et ma mère également avait des responsabilités municipales et qui lui prenaient aussi beaucoup de temps. Donc très vite, je me souviens quand j'étais en fin de primaire ou début collège, je rentrais à l'école, j'étais seul, j'assurais mes devoirs, mes cours, éventuellement aller faire les courses, etc. Donc j'ai une certaine maturité assez vite et donc une autonomie aussi dans ma réflexion d'études et professionnelle. J'ai vraiment grandi dans cet univers aussi de culture, du savoir-recevoir, avec également mes grands-parents maternels, qui s'appelaient De Beaulieu, d'où le nom de ma boutique, qui étaient des gens de goût, de culture, qui recevaient des gens. Ils habitaient en Anjou, dans un petit village entre Saumur et Angers.
Mon grand-père était directeur d'une usine de champignons de Paris, qui était une grosse structure en France et à l'étranger. Donc j'ai eu la chance de grandir dans cet univers assez cool, je dirais, pour un gamin, à y passer certains week-ends et la plupart de ses vacances, à aller faire des expos, aller faire les musées, et on va au cinéma, et se retrouver à table avec des adultes qui vous considèrent comme un adulte, et qu'on va faire une belle table, et on va faire de la belle cuisine, et du coup on va mettre des belles fleurs en composition sur la cheminée, tout ça accueilli dans le jardin. À l'époque, il y avait un parterre de plus de 500 rosiers, donc c'était une vraie galère à chaque fois quand c'était la saison de taille des rosiers, parce qu'il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. C'était des beaux moments d'enfance, ouais. Pour revenir sur votre parcours, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, tout part d'un échec. C'est que vous avez failli travailler avec la nature dès le début. Et en fait, les choses ont fait que vous ratez, je crois, le concours de l'école de paysagisme. C'est ça? En effet, je m'intéressais beaucoup au design, à l'architecture. Donc j'avais rencontré l'école d'architecture de Nantes. Je m'intéressais également à l'optique. Donc j'avais rencontré une école pour dessiner de la lunette. Et puis en fait c'est devenu un peu par hasard. À l'époque mes parents refaisaient leur jardin. Et donc je me suis mis à travailler le projet en fait avec le paysagiste qu'ils avaient sélectionné. Et là je me suis dit pourquoi pas. Voilà, donc j'ai mis un peu la main à la pâte. J'ai vu qu'il y avait une école à Blois, qui était pas très loin donc de ma région et qui était assez bien classée. J'ai passé les examens, ont été complètement nuls, puisque la plupart des personnes qui étaient autour de moi avaient déjà fait une prépa Beaux-Arts, une prépa liée au paysage, avant d'intégrer cette école. Moi, j'avais bossé le truc, j'avais pris des cours de dessin, etc., pendant quelques mois avant le concours, parce qu'ils vous donnent quand même un peu le programme. Mais ça n'a pas suffi. Mais avec du recul, je me dis, voilà, c'est pas grave. Vous le vivez comment à l'époque, cet échec-là? Est-ce que vous le prenez comme un échec ou est-ce que vous le prenez comme finalement une bombe à retardement et puis vous vous dites, voilà, mes désirs correspondront à ma vie, mais plus tard? Ça n'a pas été un échec parce que je venais juste d'avoir mon bac. J'étais encore assez indécis. Ça pouvait être une piste comme une autre. Du coup, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité me réorienter, qui est toujours lié quand même avec l'histoire du paysage et le monde urbain, puisque j'ai fait une fac de géographie jusqu'au DUG à Nantes, où là j'ai voulu faire géo pour travailler dans l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. Donc c'est un rapport à l'extérieur ou c'est un rapport à la nature? Pour moi, c'est un rapport avec la nature, l'architecture, le mobilier urbain. Tout ça est lié et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui résonne en de Beaulieu, il y a aussi un peu de tout ça. Alors à quel moment vous passez dans les RH? Donc j'ai obtenu mon doc, mais je me suis dit que j'avais pas du tout le profil fac. C'était pas du tout fait pour moi. J'étais moins souvent en cours qu'il fallait. Donc je me suis dit que j'allais faire un parcours plutôt court. Mon frère qui avait fait une école de notariat et une grande école de commerce en sortant major de promo, je me suis dit bon, peut-être un parcours plus conventionnel et avoir des bonnes bases en gestion d'entreprise et administration, pourquoi pas. Et donc j'ai décidé de faire un IUT, qui est une formation en 2 ans, à Bourges. Et c'est là que j'ai découvert les ressources humaines, qui était une des options en 2e année. Qu'est-ce qui vous a attiré en fait dans les ressources humaines? Alors disons que les 2 autres, il y avait 3 options dans l'école. Il y avait la finance, vraiment analytique. Il y avait vraiment développé la comptabilité et la gestion, et les RH. Alors la finance, j'avais tout de suite mis de côté. J'ai un très très mauvais feeling avec le prof qui gérait cette matière. Et je pense que c'était réciproque. Et puis en fait, les RH, ça me parlait absolument pas. Donc je suis arrivé en cours vraiment vierge de tout ce sujet-là. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. C'était en 2010 peut-être. Je me dis, c'est une nouvelle matière. Il y a des choses à faire dans les entreprises à ce niveau-là. Et à tel point que ça m'a plu, que j'ai dit à mes parents que je voulais pas m'arrêter là, que je voulais continuer mes études en RH. Et qu'au niveau école et au niveau professionnel, ça se passait principalement à Paris. Et donc mes parents m'ont dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu veux le faire, tu fais. Voilà. Pendant vos années RH, donc vous êtes dans un cabinet de recrutement, vous travaillez pendant 9 ans, je crois, dans un cabinet de recrutement, notamment pour l'industrie pharmaceutique. Ouais. Vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie à ce moment-là?
En fait, j'intègre ce cabinet tout juste sorti de l'école. C'était un stage de fin d'année. C'était pas du tout prémédité que j'y reste. C'était un stage de 6 mois et au bout de 4 mois, c'était une équipe vraiment jeune. Enfin, le département santé était tout jeune. Et au bout de 4 mois, mon manager me propose de m'embaucher sans même avoir fini mon stage. Donc j'ai trouvé ça génial parce qu'il y avait tout à faire. Et donc la structure a grossi. Mon équipe a grossi. Petit à petit, j'ai pris des secteurs différents. C'était principalement au début ce qu'on appelle la santé médicale. Donc du recrutement de personnel médical et paramédical. Donc ça peut être des médecins, des pharmaciens, des chirurgiens, personnel kiné, etc. pour des établissements de santé ou des laboratoires. Et petit à petit, on s'est rendu compte que vu le numerus clausus, c'était un peu compliqué de trouver des compétences en France. Donc on a élargi le domaine et je suis devenu donc responsable du pôle Europe, puisqu'avec l'ouverture des frontières, en fait, les diplômes européens en médecine sont valables sur le territoire français. Dans l'équipe santé, moi j'encadrais 14 personnes. Et on voyageait de manière régulière dans les pays d'origine des candidats qu'on sourçait. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on allait au-delà du recrutement d'embauche classique. On évaluait également et on testait un peu le candidat plus sur son projet de vie, voire familial, en France. Si c'était pas juste une expérience d'1 an ou 2 ans que le mec souhaitait se faire en France, et que c'était vraiment un vrai parcours professionnel qu'il souhaitait enclencher. Et là, pendant ces années-là, les fleurs sont où ? Durant ces années, les fleurs, elles sont dans mon appartement. Lorsque le samedi, je vais faire mon marché ou que je passe chez mon fleuriste de quartier. Et les fleurs, elles sont aussi dans les boutiques que je fréquente. Ça a été aussi un élément déclencheur lorsque j'ai décidé de changer de voie, puisqu'il y avait plusieurs métiers qui m'intéressaient. En affinant le projet, lorsque je rentrais dans certaines boutiques, il y a des choses qui m'ont un petit peu effrayé ou qui m'ont fait sens, qu'il y avait quelque chose à faire. Et vous étiez frustré dans votre métier ou comment est venue la chose qui un jour vous réveille et vous pousse à chercher un autre destin ? J'étais pas frustré. On rentrait dans une crise économique. Pression, évidemment, de la direction par rapport au chiffre d'affaires. Évidemment, le nombre de recrutements baissant. Le chiffre d'affaires de la société baissant. Ouais, j'avais une pression. Pour moi, le métier de recruteur, c'était pas faire qu'un chiffre d'affaires à la fin du mois et faire que du placement. Ce que font certains cabinets ou par exemple des agences d'intérim. Moi, j'avais vraiment cette déontologie professionnelle et sociale à intégrer au mieux mes candidats que je rencontrais au fur et à mesure des journées chez les meilleurs clients, quoi. Mais en même temps, à ce moment-là, vous vous dites pas, je vais aller voir la concurrence et je vais aller voir un cabinet qui traite peut-être mieux ses candidats ? Alors justement, j'ai commencé à aller voir d'autres cabinets. Enfin, j'avais été approché par d'autres cabinets qui voulaient développer des secteurs santé. Pour moi, je trouvais pas ça intéressant d'aller refaire la même chose ailleurs. Et puis, j'avais pas envie de défaire ce que j'avais construit dans cette entreprise. En revanche, je suis allé voir d'autres cabinets qui sont dans d'autres secteurs, notamment le luxe et la mode. En fait, j'étais déjà dans un process de est-ce que je continue ce métier ou pas. Et si je continuais ce métier, c'était pour avoir soit mon propre cabinet, parce que vu le réseau que je pouvais avoir dans le secteur de la santé, je pouvais faire ce que je voulais, soit découvrir un nouveau secteur. Donc j'ai rencontré des dirigeants de cabinets de recrutement dans le luxe et la mode, et ça m'a été très bénéfique en fait dans le constat de ce qu'était aujourd'hui un consultant en recrutement. Et du coup, c'est ce que je ne voulais plus être. Et voilà, donc j'ai eu des propositions, des opportunités pour intégrer leur structure, et j'ai décliné. Donc j'ai donc arrêté en 2011 mon contrat. Une chose qui se passait aussi en parallèle, c'est que du fait d'avoir cette pression, etc., plus la vie parisienne, dans nos petits appartes, moi j'avais la chance d'avoir un appartement à l'époque où j'avais un bout de jardin. Dès que je mettais la main dans la terre, dans mes jardinières ou dans mes bacs, ou que j'allais chez Jardiland en banlieue, c'était juste canon, quoi. C'était mon petit moment à moi du week-end. Je me rends compte qu'il ne faut pas que je sois enfermé trop longtemps dans un bureau. Il ne faut pas trop souvent des tableaux Excel.
J'ai besoin d'air, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin de voir du beau, du bon. Et tout ça corrélé avec ce que je voyais dans les boutiques de fringues ou ce que je voyais chez les fleuristes, tout ça a fait que ce joyeux petit melting pot a fait avancer ma réflexion. Vous en parlez à l'époque avec vos amis autour de vous? Vous échangez autour de cette problématique ou de ce que vous ressentez à ce moment-là? Non, c'est secret. Du fait que c'est quand même une décision importante à une trentaine d'années, où vous venez quand même d'une catégorie sociale, familiale, moyenne plus, on va dire, qui vous offre un appartement à Paris pour faire vos études, qui vous paye une école, etc. Que vous avez un job qui est ultra intéressant, où vous rencontrez plein de gens et vous gagnez correctement votre vie. Donc finalement, ça va plutôt pas mal. Mais non, on a quand même envie de changement. Et tout ça vers quelque chose de plus artisanal ou plus manuel. Je pense qu'il y a encore quelques années qui pourrait être aussi perçu comme être moins noble. Ce qui est totalement différent aujourd'hui, je pense. Du coup, cette démarche, j'en ai parlé à mon copain, j'en ai parlé à quelques amis, dont j'ai le souvenir d'une soirée, d'ailleurs dans le 9e arrondissement, où je me suis retrouvé dans une soirée sans connaître beaucoup de gens. Et j'ai eu un bon feeling avec une nana là autour de la table basse et qui m'a un peu poussé dans le projet. Et pas dans le projet de fleuriste, mais dans le projet d'aller négocier mon départ. Et j'ai un autre de mes amis que j'ai toujours fortement apprécié pour son goût, son humilité. C'est un vrai esthète et humble. Lorsque je lui ai parlé de mon envie de changement, il m'a dit mais vas-y quoi, évidemment, ce que tu es, ce que je connais de toi, forcément il va sortir quelque chose quoi. Ça a été vraiment deux personnes importantes en fait dans cette transition. La preuve, le lendemain de l'apéro, j'étais dans le bureau de mon PDG en lui demandant ma rupture conventionnelle. En fait, ce qui est difficile, c'est d'avoir l'air insatisfait. Alors c'est une de mes qualités. C'est tout le temps et ça l'est encore. J'ai une certaine exigence, je dirais peut-être un certain stress. Et je positive en fait tous ces aspects de ma personnalité. Enfin, j'essaye. Ouais, ça a été un stress parce que même si, bon, c'était à l'époque quand même où la rupture conventionnelle commençait à être mise en place déjà depuis 2 ans ou 3 ans. Donc, ce qui facilitait quand même des choses aussi pour les entreprises. Mais j'ai pas grandi dans une culture où on vit sur le dos de l'État, où on profite du système, etc. Donc, on rentre dans ce système-là. Donc, j'ai découvert vraiment tout ce côté-là aussi d'accompagnement mal accompagné, les difficultés de Pôle emploi. J'ai demandé 2 fois de changer d'agence, d'être attaché dans d'autres agences, parce que j'avais des conseillers qui, moi-même, en tant qu'ancien recruteur, c'était assez difficile de se retrouver face à des gens qui pouvaient pas grand-chose pour moi. Et finalement, j'ai été orienté à la fin sur une agence cadre. J'ai eu un conseiller très cool et qui m'a laissé complètement libre, en fait, dans mes démarches. Donc pour vous, c'est une vie vraiment derrière vous? Ouais, c'était une rupture totale, sauf avec une personne avec qui j'ai des contacts de temps en temps. Mais lorsque j'ai même négocié mon départ, je n'en ai pas donné les raisons particulières, ni même informé de mon projet futur. Pourtant, ils étaient très inquiets que je parte avec un fichier client et de candidats, et que j'aille faire mon petit truc de mon côté. Ce qui était rigolo d'ailleurs. On renvoie quelque chose de très très fort au moment où on décide de changer de vie. Vous avez décidé de rester complètement imperméable par rapport aux réactions? Ou est-ce que ça vous a influencé? Ou est-ce que ça vous a parfois instillé un certain doute? Dès que j'ai pris ma décision, que je suis allé voir mon boss et que ça s'est fait, là pour moi c'était ça y est, je vais dans cette direction-là, point. Et personne m'en empêchera et que j'ai pas le choix. J'ai pris ces décisions, je l'assume, j'y vais. Ça a beaucoup changé mon caractère, mon rapport aux gens, en privé comme en société. À l'époque, j'étais peut-être plutôt timide, maintenant je suis plutôt réservé. J'ai jamais eu l'habitude d'être mis en avant. Et c'est aussi le fait aussi de travailler pour soi, d'autant plus dans un métier artisanal, artistique, c'est encore plus compliqué. Vous associez ce changement de vie aussi à un âge? Vous dites que c'était votre crise de la trentaine. Ouais, c'est vrai, souvent je dis ça, crise de ma trentaine un peu tardive, parce que au final,
Même si j'ai fait des études qui m'ont plu et j'ai eu de la reconnaissance professionnelle et j'ai fait mes preuves dans un cabinet et j'ai gagné correctement ma vie, etc. Il devait me manquer tout de même quelque chose. Avec du recul, on analyse vraiment le comportement qu'on pouvait avoir comme petit garçon ou quelque chose qui était vraiment déjà au fond de moi qui faisait que, bon, tu as choisi une voie classique dans le tertiaire, etc. Mais finalement, tu as toujours cet aspect archi-déco qui est derrière, qui me travaillait, quoi. Voilà, donc là, c'est là où je me suis dit, bon, peut-être que là, on va peut-être tout arrêter et c'est peut-être quelque chose dans cet univers-là qui va plus me correspondre aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez un atelier, une boutique, vous employez nombre de personnes, des freelances, des fixes. Comment votre vie d'avant résonne avec celle d'aujourd'hui ? Disons, je crois que l'un des succès de Beaulieu, c'est aussi, en effet, grâce à mon parcours passé. Dans mon ancienne expérience professionnelle, par rapport aux outils informatiques, la gestion de réunions, d'entretien, se retrouver face à un cadre dirigeant qui pourrait être mon père. Moi, j'avais 25 ans, qu'il faut savoir jouer le jeu. Plein de petites choses comme ça. Aussi à l'école des fleuristes. Vous avez fait des stages très importants, vous en avez fait plusieurs, non ? 3, 4 ? Je suis allé chez 3 fleuristes différents. Donc je suis assez organisé comme garçon. C'est-à-dire que j'avais pas encore commencé l'école des fleuristes, que j'avais déjà commencé mon étude de marché. J'avais demandé à des copains, donc j'avais fait tout un questionnaire, de venir m'aider le soir, le week-end, puisque eux bossaient la semaine. Et puis moi, la semaine, j'allais faire les enquêtes moi-même dans la rue, faire du comptage de gens dans la rue et où leur poser des questions par rapport à leur mode de consommation dans la fleur. Et du coup, j'ai commencé à chercher un expert comptable pour commencer à travailler le business plan. Donc j'avais pas encore commencé l'école, que j'avais déjà en tête que moi je voulais ouvrir ma boutique ou un atelier, je savais pas, mais que je voulais avoir mon business à moi. Grâce à l'école, en fait, on avait le droit de faire une convention de stage durant 1 an. Donc j'ai décidé d'aller voir 3 fleuristes, 3 quartiers, donc le Marais, le 17e arrondissement et le 6e. 3 organisations, boutique de quartier, bobo chic, après 17e plus événementiel, gros événementiel. Et ensuite, rive gauche, une petite boutique de quartier, plus bohème, chez une personne qui travaille seule. Et là, ce qui m'intéressait chez elle aussi, c'était de voir aussi son organisation de vie. Elle est toujours maman célibataire. Donc voir comment elle gérait sa boutique, sa vie perso, ses achats, son chien, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer aujourd'hui de Beaulieu en 1 minute ? Alors de Beaulieu en 1 minute, je crois qu'une de nos forces chez de Beaulieu, c'est à bas les règles. Je voulais une sorte de clash, je voulais une ambiance plus galerie, blanche avec des spots, je voulais de la couleur. Souvent on me posait la question, mais où est-ce que vous trouvez vos fleurs ? Mais en fait je trouve mes fleurs aux mêmes endroits que les autres acheteurs. C'est juste une question d'œil ou d'envie. Au début, c'était assez un peu déconcertant, quoi, parce que je comprenais pas pourquoi autant d'interrogations, de succès. Ça me semblait assez simple d'avoir envie de nouveau d'un esprit à l'époque plus flamand, plus déstructuré, plus étrange, moins rigide. Ouais. Donc, du coup, depuis 5 ans... on a connu une évolution également en termes d'activité, j'ai démarré avec cette petite boutique de la rue Henri Monnier. Ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on manquait un peu de place, puisqu'on a petit à petit une partie événementielle qui a pris le dessus. Donc on avait besoin d'un atelier qui n'avait pas forcément besoin d'avoir pignon sur rue. Donc aujourd'hui, la partie événementielle est ce qu'on appelle abonnement, c'est-à-dire c'est un lieu qu'on fleurit de manière hebdomadaire. Ça va être fleurir un hôtel, ça va être fleurir une boutique de luxe. Voilà, c'est ce genre de choses. Tout au long de l'année, on a des événements privés ou professionnels, que ce soit des dîners, que ce soit des cérémonies, parce qu'on a également une activité vraiment liée à la cérémonie de mariage. Et de plus en plus, en fait, les maisons de luxe et de mode, qui sont des gros consommateurs de fleurs, font des événements même en dehors des Fashion Week. On voit toutes les présentations croisières et compagnie, les précaux, entre l'homme, la femme, la joaillerie. Donc finalement, il n'y a plus beaucoup de mois dans l'année où il ne se passe pas grand-chose. Donc on est bien occupé.
Et c'est vrai qu'on est assez identifié fleuriste dans le secteur de la mode et dans le luxe. Petit à petit, on travaille beaucoup, on commence à travailler beaucoup avec l'univers de l'ameublement et le design. Donc ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire que notre langage, il est clair et que ces gens s'identifient aussi à ça. Ce qui est plutôt chouette, c'est que pour certaines agences, ils nous identifient aussi comme une sorte d'agence de tendance. Et souvent, on est cité ou répertorié dans des planches pour des décors ou ce genre de choses. J'ai pu développer depuis maintenant 1 an et demi. Et c'est très, très intéressant. C'est le conseil, puisque c'est encore une autre approche du métier. C'est-à-dire que des particuliers ou des boutiques ou restaurants peuvent faire appel à moi pour du conseil. Est-ce que vous pouvez me chiner des vases pour mettre dans tel endroit, ou si vous trouvez une belle lampe ou un tableau pour mettre sur tel mur, pensez à moi. L'année dernière, j'ai fait du conseil pour un joaillier de la place Vendôme pour accompagner le studio sur une nouvelle collection de haute joaillerie liée à la flore. Donc ça, c'était aussi un gros travail. Aujourd'hui, je travaille sur un projet plus lié à l'édition de papier peint. Qu'est-ce qui change avec la taille maintenant que c'est une grande entreprise ? Enfin, ça reste une PME, mais je veux dire, voilà, vous n'êtes pas tout seul à travailler. Qu'est-ce que ça change de votre métier ? C'est sûr que c'est pas du tout le même que celui au démarrage, puisque je démarrais seul. Dans mon business plan initial, j'embauchais mon premier employé au bout de 2-3 ans. Donc même si j'ai fait mon truc hyper sérieux, mon expert comptable me disait oui Pierre, lâchez-vous un peu, là c'est sûr, vous allez faire un peu plus de business cette année. Je dis non, je sais pas et tout. Et plutôt voilà, y aller avec des pincettes. Et avec du recul, en fait, je me suis rendu compte que j'ai ouvert de manière assez naïve de Beaulieu, parce que je pensais pas du tout que ça allait avoir cette ampleur-là. J'ai souhaité faire un point au bout des 2 ans et demi, puisque je grossissais, enfin l'entreprise, pas moi. Donc j'ai souhaité faire un audit par un cabinet de conseil extérieur, ce qui est assez nouveau dans mon secteur d'activité, et encore plus pour une entreprise qui a que 2 ans et demi d'ancienneté. Et j'ai eu le nez fin. Cet audit, en fait, était pour faire le point un peu sur où j'avais envie d'aller. C'est bien beau de bosser 70 ou 80 heures par semaine, mais où est ma vie privée à côté ? Comment je peux tout gérer, que ce soit les achats, la direction artistique, la compta, le commercial, se lever à 3h moins le quart du matin pour aller acheter les fleurs, être dans sa boutique, qu'elle soit toujours impeccable, et que le service client soit au rendez-vous. Et ça, 6 jours et demi sur 7. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, Pierre, il faut arrêter de déconner, il faut faire un point. Aujourd'hui, vos priorités vont vers où ? Plus sur votre vie privée, sur changer, faire davantage ce que vous aimez, et auquel cas, qu'est-ce que vous aimez le plus faire dans votre activité ? Il y a plusieurs aspects. D'un point de vue professionnel, en fait, je prends goût à l'entrepreneuriat. C'est chouette. J'ai une équipe maintenant qui prend ses marques, qui grandit. Je souhaite revenir un peu plus en amont dans le partage au quotidien avec mes équipes au niveau de la fleur, puisque là, aujourd'hui, je gère, moi, principalement la direction artistique. C'est-à-dire que je vais, comme dans une marque, dessiner un bouquet, une collection, ou faire une sélection de fleurs pour un événement. Mais ça ne veut pas dire que c'est moi, derrière, avec mes petites mains, qui va faire le travail. Et de plus en plus, je vais mettre en place des systèmes de formation avec mes équipes sur qu'est-ce que le bouquet de Beaulieu. C'est un gros projet que j'ai en interne. Là, on cherche des nouveaux locaux. Donc déjà, on a 2 locaux distincts aujourd'hui physiquement. Donc là, je suis en train de mettre en place tout un système de RP pour qu'il y ait toute la chaîne, quel que soit le lieu géographique de notre travail. Ce qui n'empêche pas de garder ce côté aussi artisanal de notre métier. Ce qui est vraiment pour moi très 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 important. Avec tout ça, trouver un équilibre personnel. Aujourd'hui, j'arrive à avoir mes week-ends. Donc ça, c'est génial. Si un matin, je veux arriver à 9h ou 10h, voilà, on s'organise. Il y a certains rendez-vous commerciaux où je n'ai pas forcément besoin d'être présent. Il y a des montages de décors où je ne suis pas sur le décor. Je suis au courant de tous les dossiers, tous les projets, je valide tout, mais je ne suis pas là forcément physiquement. Merci beaucoup. Merci à vous, c'était super cool, vraiment. C'était un épisode réalisé par Sidney Clazen. Interview Ariel Koenig. Écrivez-nous, partagez, taguez vos amis, réagissez avec beaucoup de cœur, de pouces levés et d'étoiles quand on vous le propose. Les déviations sont un média à retrouver sur
lesdéviations.fr, Instagram, Facebook, YouTube et n'oubliez pas de noter ce podcast. Sur une idée originale de Laurence Velli, les déviations n'ont qu'une vocation, raconter des histoires de gens qui ont changé de vie.